première défaite de l'histoire de la Nouvelle-Zélande en phase de poule de Coupe du Monde. Ils étaient sur un 31/31. La France fait chuter pour la première fois la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. C'est historique aujourd'hui ce qu'on vient de vivre aussi, Daniel. Ben oui, au niveau du score, c'est historique. Au niveau de l'échec des Néo-Zélandais, c'est historique aussi, puisque on vous a répété souvent dans ce commentaire à quel point les All Blacks étaient invincibles dans leur carrière en Coupe du Monde. Ils n'avaient jamais perdu de match de Coupe du Monde en poule sans temps. Et à partir de là, effectivement, la performance française, elle est remarquable. Nous avons eu un 15 de France qui s'est imposé assez nettement sur l'ensemble du match. On ne voyait pas le score prendre cette ampleur-là. Le deuxième essai de Penaud est une fracture en toute fin de match qui va faire gonfler le score. La réussite de Thomas Ramos au pied quand même donne des points qui n'ont pas été volés, qui ont été conquis par la domination. Voilà, les All Blacks ont sans doute un petit peu plus construit de jeu que les Français, mais dans la tradition de ce que fait le 15 de France depuis assez longtemps. C'est pas toujours très enflammé, c'est pas toujours très envoyé, mais c'est toujours relativement bien maîtrisé, c'est toujours très appliqué. Ça respecte les schémas de jeu jusqu'au bout. Et à la sortie, quand ça respecte les schémas de jeu jusqu'au bout, on dit que c'est quand même pas trop mal fait. Et quand on file en même temps une trentaine de points au All Black, on dit que peut-être c'est la bonne voie à suivre. Effectivement, le mot de la fin, Nicolas, avant d'aller en conférence de presse. C'est la voie royale pour l'équipe de France parce qu'elle a à gérer maintenant jeudi prochain, le 14 septembre, l'Uruguay, le jeudi d'après, le 21, la Namibie. Et à Lyon, il y aura le 6 octobre, un vendredi, France-Italie, où a priori, il faudra remettre peut-être l'équipe type pour monter en puissance vers le quart de finale contre les Irlandais ou les Sud-Africains. Donc pour l'instant, c'est soirée parfaite. Merci beaucoup, Nicolas. Daniel, avant de revenir sur la rencontre jusqu'à minuit avec vous au 0826 300 300 avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas, je veux le mot de la fin, ton analyse globale du match. Et j'ai ressenti parfois que tu n'étais pas tout à fait rassasié par le jeu des Bleus, mais il y a ce côté, on est obligé de s'incliner parce que ça fonctionne. Oui, rassasié, alors c'est loin du mot, effectivement. Rassasié, c'est que tu n'en peux plus d'offensive, d'attaque de partout, que le centre monte à la tête et que la joie t'envahit, et que le match, il est flamboyant. Là, nous ne sommes pas rassasiés, évidemment, du secteur offensif français. Maintenant, si tu analyses le score à la fin du match, il y a quand même il y a donc cette différence au score qui est incontestable, qui est nette, et qui montre que la victoire est indiscutable. Les Français nous sont apparus dans un match dans lequel il y avait beaucoup d'attentes. L'attente, elle était de divers niveaux. On savait que le match opposait deux très grandes équipes qui avaient a priori leur plein potentiel et que nous étions sur une espérance d'un rugby, je dirais, de pointe. Il s'est avéré que le fait que le match ne soit pas capital en termes de comptabilité, puisque vous le savez, c'est que ce n'était qu'un match de qualification. Il n'est pas capital, mais il était important. Et nous avons pensé probablement, il y avait une attente que le volume de jeu serait plus grand, que la construction de part des deux équipes serait sans doute un peu plus élevée. On a vu des équipes très, très appliquées, très méthodiques, avec des forces et des faiblesses diverses, mais qui n'ont pas, notamment sur la première mi-temps, qui n'ont pas, ou qui ont peu envoyé du jeu, qui ont été plutôt sobres, plutôt rigoureuses, plutôt appliquées, plutôt bonnes aux pieds, occupant le terrain. Il n'y a pas eu ce rythme et cette émotion qui naît d'un volume de jeu. La seconde mi-temps, les Français un peu mieux, le coaching plutôt bon, la robustesse des avants qui va s'imposer, une domination française dans le dernier quart d'heure qui fait quand même que le score prend de l'ampleur, mais je dirais quand même que la performance au pied de Thomas Ramos, elle est exceptionnelle et remarquable, et que c'est probablement elle qui fait la décision aussi nette sur le match, puisqu'on vous le rappelle qu'à la sortie, les deux équipes sont dans deux essais l'une et l'autre. Donc nous sommes à un tour de chauffe de cette Coupe du Monde. On le pensait probablement, tu vois, où on l'espérait déjà de très très haut niveau. Non, nous sommes au début d'une Coupe du Monde où même deux des équipes, les favorites, eh bien, sont pour l'instant, me semble-t-il, pas encore à leur meilleur niveau de préparation. Mais la victoire n'est pas volée et elle est quand même extrêmement signifiante dans le cœur des hommes. Voilà. Effectivement, Daniel, merci. Évidemment, on reste jusqu'à minuit avec Philippe Spanghero qui va s'installer dans un instant au poste commentateur dans cette tribune presse. Encore beaucoup de monde est resté dans ce magnifique Stade de France, tout de bleu et blanc vêtu. Les Bleus se sont imposés au final, non pas 29-13 mais 27-13. Le score a été corrigé dans un second temps, il vient d'être corrigé. Eh oui, 27-13, on le précise bien, voilà, puisque ça a été changé. La transformation n'est pas passée. La transformation n'est donc pas passée au final,
petit souci, j'ai l'impression, du diffuseur ou en tout cas des écrans géants qui avaient annoncé 29-13 et on est revenu à 27-13. Ça correspondait. Si vous voulez savoir en avance, fallait écouter nos commentaires puisqu'on avait dit qu'il y avait une discussion et que finalement Jacob Pepper avait dit que le ballon n'était pas passé. 27-13 sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby en ensemble, donc jusqu'à minuit. On ouvre le débat à vous, auditeurs, 0826 300 300 et à notre consultant Julien Thomas. Julien Thomas, un mot, un seul, pour qualifier ce match de l'équipe de France. Un match, surtout en seconde période, remarquable. Remarquable. Pourquoi remarquable? Remarquable parce qu'une première mi-temps quand même assez tendue. On a vu dans ce premier match de la compétition, on sait toujours que c'est délicat de rentrer dans une compétition. On avait vu notamment nos Bleus en tournoi à destination, il me semble en Italie, même les féminines. Quand c'est un premier match de compétition comme ça, c'est compliqué de se mettre un petit peu le bleu de chauffe et surtout d'avoir de la confiance quand on ne sait pas où on met les pieds. Et puis là, ils ont vu et pris un petit coup de klaxon à mon avis par Fabien Galtier à la mi-temps, remis un petit peu les idées dans le droit chemin et finalement quand ils se sont libérés, parce que moi j'ai vu une équipe de France en première mi-temps qui avait un potentiel sans ballon, elle est devant en plus à la mi-temps au score sans ballon et donc quand on a tenu le ballon on pouvait mettre à mal avec l'énergie, le talent qu'il y a dans cette équipe de France, pouvait surclasser cette équipe de Nouvelle-Zélande et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont remarquablement bien fait du fait qu'ils ont quand même entrepris cette seconde mi-temps par le bon bout, même s'ils ont pris cet essai. Et mentalement, c'est ça qui me réconforte, c'est que cette équipe de France, même à 13-9 à la 43e, pour les Blacks, l'équipe de France est revenue petit à petit à construire cette seconde mi-temps. Ouais, moi ce que je relève, c'est ce caractère. Il y avait un point d'interrogation sur la capacité de cette équipe à absorber, à digérer la pression de l'événement. On a senti une équipe un peu timorée pendant ces matchs de préparation. Moi j'ai été très inquiet en ce début de match. J'ai senti des Bleus assez tétanisés par l'enjeu, assez loin de ce qu'ils produisent habituellement, de cette volonté de produire. On a senti des Bleus assez affectés par l'événement. Et puis il y a ce caractère collectif qu'on retrouve quelque part dès cette entame de deuxième période. Et puis qui se révèle avec cette injustice de cet essai litigieux, parce que pour rappeler un peu la situation de jeu, il y a un gros temps fort français dès l'entame de cette deuxième période, qui est les Français qui n'arrivent pas à scorer sur ce temps fort. Et puis dans la foulée, il y a cet essai Black entaché d'un en avant quand même assez flagrant et net. Et puis là, il y a ce réveil français, ce caractère, cette révolte. Et puis à ce moment-là, les Bleus mettent la main sur ce match. On sent que physiquement, ils prennent le dessus, alors qu'il y avait un vrai point d'interrogation sur la dimension physique en première période. Et puis à ce moment-là, le match bascule. Et les Français, en se détachant au score par un grand Thomas Ramos au pied, prennent le jeu à leur compte. Voilà, c'est... on s'était dit pour se rassurer quelque part avant ce match que une victoire aujourd'hui n'était pas impérative, que la compétition continuait, que tout se jouerait en quart de finale. Mais elle fait du bien quand même. Mais elle fait un bien fou. Elle fait un bien fou parce que elle permet d'évacuer cette pression. Je pense que cette victoire ce soir, elle te lance dans la compétition. Et voilà, ce match dont on parle depuis des années est passé. Les Bleus ont répondu présent, ont été au rendez-vous. Et maintenant, place à une grande Coupe du Monde. Et les finisseurs ont été très bons. Julien, on va rentrer dans l'après-match avec vous, les auditeurs. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. Avec vous, auditeurs, au 0826 300 300, les Bleus se sont imposés face à la Nouvelle-Zélande, 27-13. Victoire de l'équipe de France avec des essais notamment de Damien Penaud à la 55e, un autre de Jaminet à la 77e minute. Il y a eu un moment 9-13 dans ce match. On va refaire le fil de cette rencontre et puis ensuite il y a eu 27-13 puisque le score final est donc de 27-13. Si vous êtes plutôt correct en mathématiques, vous aurez compris qu'on a infligé donc un 18-3, à 18-0 même à cette équipe de Nouvelle-Zélande qui c'est pas notre fort les mathématiques, mais comme l'équipe de France dans les grands rendez-vous on sait élever notre niveau de jeu. Il y avait 9-13
Au final, il y a 27-13, ça fait donc 18-0. On va tout de suite rejoindre Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Alexandre, bonsoir Julien, bonsoir Quentin, bonsoir à tous les auditeurs de Sud Radio. Bonsoir Vincent. Très heureux de t'avoir à l'antenne Vincent. Plutôt catalan, on me dit dans l'oreillette. Oui, un castré devenu catalan par adoption, on va dire. Ouh là là. Alors ça c'est un mélange quand même avec du caractère. Français, etc. Normalement, si j'ai pas de bêtises. Éducateur, entraîneur. Ouais. Complètement, oui. Complètement. Ancien entraîneur à l'USAP sur les cadets, la catégorie cadette. Ancien entraîneur aussi d'un certain Antoine Dupont en Crabos à Castres et puis d'un certain Thomas Ramos du côté des cadets de Mazamet. Donc ce soir, un auditeur et un éducateur ravi. Et donc un observateur plutôt très au fait du jeu de rugby. Qu'est-ce qui domine ce soir Vincent? C'est le bonheur évidemment, mais rugbystiquement. Bien sûr, c'est la fierté de battre quand même ce qui se fait de mieux au monde. Historiquement, la Nouvelle-Zélande et les All Blacks représentent et symbolisent ce qui se fait de mieux au monde sur le plan du jeu offensif. On l'a vu aussi avec une science du contre-ruck ce soir avec des All Blacks qui ont quand même été redoutables dans ce compartiment-là du jeu. Mais c'était sans compter sur la mêlée française, on n'en parle pas beaucoup, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup pour le grand public, mais un Willy Antonio ce soir qui a été décisif sur son côté droit en mêlée fermée et qui a mis au supplice son vis-à-vis direct, qui a permis à Thomas Ramos, à l'équipe de France, de meubler au tableau d'affichage et puis de rester finalement au contact de ces All Blacks. Collé au score, qui nous permet d'exister en première période où on n'arrive pas à mettre la main sur le ballon. Complètement, et la première période, on craignait cette rentrée en compétition. C'est toujours difficile quand on rentre dans une compétition comme la Coupe du Monde ou un tournoi de rugby à 7 sur le rang mondial. On a toujours de l'appréhension, on a vu beaucoup de fébrilité, de fautes. On ne peut pas faire une entame pire, et au bout d'une minute 30, on n'avait pas encore touché le ballon. Les All Blacks avaient stratégiquement donné un coup d'envoi loin pour récupérer ensuite un lancer en touche. Ils nous ont traversé immédiatement, et là on aurait pu craindre et on aurait pu croire que le fameux jeu des All Blacks allait se mettre en place. Mais voilà, je crois que ce soir la mêlée fermée et ainsi que la défense chère à Sean Edwards a permis à ces bleus en blanc pour l'occasion de ne pas s'inquiéter, de garder une certaine force tranquille, et puis surtout le banc de touche. On va en parler ensuite du banc, on va en parler, on va refaire un peu le fil de match, Vincent, auditeur Sud Radio, pendant que les Français font le tour du terrain. C'est un tour d'honneur devant un stade qui lui rend cet honneur magnifique. Au milieu des remplaçants All Blacks qui font une petite séance de physique. Voilà, exactement, bon courage. 27-13, si vous nous rejoignez sur Sud Radio pour le débrief. Si vous avez vécu le match ailleurs, on vous en veut pas, même si la prochaine fois, maintenant vous le savez, il faut être sur Sud Radio. On est avec Philippe Spanghero, Julien Thomas, Quentin Cabanis et Vincent, auditeur. Vincent, je sais que tu es demi-mêlée, Vincent, auditeur, que tu fus demi-mêlée. Oui. C'est aussi pour ça que tu soulignes le travail des avants, puisque tu étais au plus près des demi-mêlées quand tu as fait ta carrière, notamment un petit passage en Pro D2. Vincent, le match aujourd'hui d'Antoine Dupont, parlons-en. Il est difficile son match parce qu'il est dans tous les radars d'Aaron Smith qui lui pourrit un peu le match, et pourtant il arrive quand même à illuminer parfois le jeu de l'équipe de France. C'était pas un match pour lui, mais pourtant il ressort pas en étant mauvais, et il ressort en étant applaudi par tout le stade. Alors Antoine, j'ai vu à son visage quand il est sorti, le connaissant bien, que c'est un compétiteur. Il n'est pas content de son match, évidemment. Le plan anti-Dupont mis en place par les All Blacks, et notamment Aaron Smith, on peut dire ce soir qu'Aaron Smith a pris le dessus quand même sur Antoine. Il a fait un gros match, Aaron Smith. Oui, tout à fait. Antoine n'est pas tombé dans une réaction d'ego qui aurait pu le pousser à garder des ballons au bord. Il est resté quand même sûr. Il n'a pas perdu de ballon. Il a joué au pied à bon escient comme d'habitude. C'est pas le plus grand match d'Antoine Dupont ce soir, mais en tout cas, je pense qu'il va sortir de ce match avec des réserves sous la pédale, et que on attendait qu'il démarre à un moment donné. Ça a été compliqué pour lui. Voilà, il faut souligner aussi la performance de Jalibert, parce que souvent en demi de mêlée, il est tributaire de son pack d'avant, mais il est tributaire aussi de son 10. Voilà, suppléant à Romain Tamac, c'était pas une tâche facile pour Jalibert, mais quand même il a tenu son rang ce soir aussi.
Philippe Manguero, justement, cette charnière, je te vois acquiescer les propos de Vincent. Ouais, parce que on avait de l'appréhension, même si on savait que cette charnière, elle avait de l'expérience. En bleu, ils avaient évolué ensemble à plusieurs reprises. On se posait quand même la question. Arrivé dans la compétition, on avait vu les derniers matchs amicaux, mais c'est pas pareil. La pression, on l'a vu sur les épaules des Français, était énorme ce soir. Et Jalibert a amené quand même une réponse. Cette charnière a amené des réponses à nos questions. Mais Jalibert aussi, à titre individuel, fait un match extrêmement propre. On sait que Jalibert est à l'aise quand cette équipe de France est dans l'avancée, comme elle a été souvent sous l'ère Galtier. Il aime attaquer la ligne. Et là, ce soir, je trouve qu'on l'a vu dans un registre quelque part de gestionnaire, un peu dans la peau d'un Romain Tamac, et qu'il a répondu présent dans ce schéma de jeu aussi. Voilà, cette paire de demi, elle a fonctionné ce soir. Alors c'est vrai qu'Antoine Dupont, on attend tellement de lui. Il y a eu encore des sorties de camp quand même qui nous ont fait un bien fou au moment où on était sous pression. Après, on peut dire que le plan anti-Dupont, il a plutôt marché quand même. Ben, le plan anti-Dupont a marché, et puis malgré tout, ça se décante en fin de match. Mais pardon Julien, je t'ai laissé la parole. J'étais en tribune, j'avais pas les stats. Les stats à la mi-temps en termes de possession et d'occupation. Quand tu mets un plan Antoine Dupont et qu'en plus on n'a pas un ballon, c'est quand même plus simple. Puis qu'on plaque pas en plus à la fin. Julien Thomas, ancien international, joueur de l'équipe de France, demi-mêlée. Alors le plan anti-Dupont, bien sûr, comme dit déjà en première mi-temps, les Blacks ont quand même l'occupation et la possession du ballon, donc c'est plus facile. Et en plus, cette équipe de All Black aime être à l'offensive plutôt que défensive. Donc cette première mi-temps, elle est un peu tronquée et on est devant au score. Maintenant, c'est le plan anti-Dupont. Si on s'occupe de Dupont, parce que quand même il est dangereux et qu'il a le mental et l'analyse de pouvoir jusqu'à la 80e pas surjouer, pas être dans son petit ego ou dans cette rubrique de je vais essayer de sauver la patrie, là où qu'il excelle, parce qu'il a fait jouer, il s'est fait un petit peu oublier, et en fait le plan anti-Dupont, si tout le monde se resserre vers cette zone, c'est qu'il y a une zone plus libre autre part, et c'est là où peut-être Jalibert a pris le relais, et c'est pour ça que cette connexion avec Mathieu Jalibert, aujourd'hui je pense qu'ils sont encore une fois retrouvés comme le match précédent. Ouais. Et puis Julien, t'apprends beaucoup. Enfin, je veux dire, quand tu joues la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de Coupe du Monde, une charnière, elle prend de l'expérience instantanément. Tu joues la meilleure nation du monde, même si aujourd'hui on peut dire bon, elle est un peu plus mais c'est quand même les All Blacks. Les All Blacks, tu vas pour te jauger et voir où tu en es aussi. C'est vrai que tu savais pas s'ils allaient arriver de bêtes blessés comme les Blacks, tu savais pas la réponse qu'ils pouvaient donner dans ce premier match de Coupe du Monde. En plus que tu sais qu'ils ont pas perdu un match en poule depuis le 1987. Non, donc, déjà on a quand même, Julien, des éléments de réponse. Honnêtement, on a été très surpris de cette déculottée contre les Sudaf où ils se sont fait casser la tête, et on se demandait quel était le vrai niveau des Blacks, et quelque part cette défaite juste avant d'attaquer la compétition, visiblement elle leur a fait du bien. On a trouvé une équipe des Blacks extrêmement en place, à part en conquête qui nous permet, on l'a dit tout à l'heure, d'exister, de rester collé au score en première période. Mais à part ça, les Blacks arrivent à tenir le ballon, sont dangereux sur chacune de leurs initiatives. Sont allés chercher les extérieurs avec toujours du danger. Enfin, on a quand même une équipe des Blacks sérieuse ce soir. Oui, il y a 2 points qui m'inquiètent quand même chez les Blacks qu'on ne voyait pas auparavant, c'est l'indiscipline, le nombre de pénalités concédées. 12 pénalités concédées, 11 ballons perdus. Les Sudaf, ils jouaient à 14 puis à 13. Les Blacks, c'est pas l'image des Blacks de la grande équipe des All Blacks. Donc cette indiscipline, elle est due aussi que, mais quand ils n'ont pas le ballon, ils se font mettre un petit peu sur le reculoir, ils se mettent à la faute, ils sont comme tout le monde, et puis tu peux les agresser, et les Sudaf, ils les ont autofilés dans ce secteur. Et justement, Julien, avant de continuer de faire le débrief évidemment de cette victoire de l'équipe de France sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, succès 27-13, une petite stat à vous donner là qui est sur notre écran. En première période, 29% donc du temps de cette première période, on a joué dans les 22 mètres de l'équipe de France. Ce qui est beaucoup en réalité, parce que je peux vous donner des 22 mètres des Bleus jusqu'aux 40, puis vous prenez 22 mètres jusqu'à la ligne médiane jusqu'aux 22 mètres de la Nouvelle-Zélande, et la Nouvelle-Zélande les 22 mètres. Je vais la refaire de gauche à droite. Je vais la refaire de gauche à droite pour être très clair. Vous avez 4 cases. Vous avez les 22 mètres des Bleus, les 22 mètres aux 50,
puis des 50 au 22 côté néo-zélandais et les 22 mètres néo-zélandais. En première période, c'est 29%, 27%, 33%, 11%. En seconde période, seulement 7% du temps, les Bleus ont joué dans leurs 22 mètres. C'est très faible. Ça veut donc dire que on a plus possédé, on a mieux possédé et on a aussi mieux occupé. On a mieux tenu la balle parce que, on le rappelle, les Néo-Zélandais ont perdu beaucoup de ballons. 3 ballons perdus en première période. On prenait le dessus physiquement. Ah bien sûr. On a vu quand même, on a été très inquiets en première période. On s'est envoyé des WhatsApp entre nous puis avec d'autres groupes d'anciens joueurs sur lesquels je suis et on se posait tous la question. On disait mais les Bleus sont carbonisés. Et il y a finalement ce regain en deuxième période et puis le très bon coaching, le second souffle et le très bon coaching et le travail des finisseurs. On va justement revenir sur l'apport du banc. Il a été probablement décisif aujourd'hui. C'était Vincent, notre auditeur Sud Radio Rugby, qui a suggéré ça. Justement, on va en parler avec Vincent de Perpignan. A tout de suite sur Sud Radio. C'est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à minuit sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus se sont imposés 27-13 face à la Nouvelle-Zélande. Des essais notamment marqués par Melvin Jaminet et par Damien Penaud. Et puis un Thomas Ramos excellent face au poteau. Ça a été parachevé par la transformation de Jaminet qui a transformé son propre essai 27-13. Mais cette transformation n'est finalement pas passée puisque en plein direct on avait annoncé 29-13 et pour cause puisque sur le tableau d'affichage il y avait écrit 29-13. Au final, eh bien, ils se sont rétractés au World Rugby. On est revenu donc à un 27-13. Ce qui s'est passé quand même, c'est que à la 44e minute de jeu, il y a 9-13. Les Bleus sont menés de 4 points. Il y a 13 points pour la Nouvelle-Zélande. À la fin du match, il y a 27-13. 18-0 en dynamique de la 44e à la 80e. Pourquoi Vincent, auditeur Sud Radio Rugby, quels sont les éléments qui permettent d'expliquer cette dynamique de 18-0 en seconde période? Vous avez eu une esquisse de réponse en abordant l'occupation au pied. D'abord, la règle dit que l'équipe qui tient le ballon dans son camp a un statut de défenseur. Donc les All Blacks se sont retrouvés mis sous pression par ce jeu d'occupation. Si je retiens bien le chiffre, ils sont venus qu'à 7% dans les 22 mètres adverses. Donc n'ayant pas d'opportunité de marquer, les All Blacks ont joué tout simplement chez eux. La défense des Français très bien en place les a étouffés et on a vu des All Blacks qui ont commencé à avoir des porteurs isolés, à commettre des fautes. Beaucoup de fautes aussi. 11 ballons perdus à la main, hein, 11 en avant ou ballons perdus dans les rucks, ça fait quand même beaucoup. Voilà, alors certains pourront dire, soi-disant, la rosée du Stade de France, l'heure tardive d'un match. En tout cas, la défense des Français, force est de constater, elle a été pressante et elle a permis de récupérer des ballons. Donc on en parlait, le banc de touche, bien évidemment. Pendant une dizaine d'années, on avait des remplaçants qui rentraient sur le 15 de France et on sentait qu'il y avait qu'on s'écroulait un petit peu. Là aujourd'hui, quand vous rentrez un Lucu qui fait une passe lumineuse au pied avec un Jaminet qui est dessous et qui marque, je veux dire, ça vient parachever ce travail aussi. Ce travail complètement sur les grattages au sol a été décisif dans ce registre-là. Voilà, on n'a rien à envier aux All Blacks. Après, si je peux mettre sur les tops et les flops Monsieur Piper, j'aime pas trop taper sur les arbitres, mais quand même sur un match d'ouverture de Coupe du Monde où dans tous les pays on est télévisé, on retransmet ce grand événement qu'est la Coupe du Monde. 40 caméras aujourd'hui. Au lieu de 13 dans un match normal. Et 0 pour voir un en avant de 2 mètres. Alors il n'est pas tout seul parce qu'il y a le trio arbitrage, il y a l'arbitrage, l'assistant, le quatrième arbitre, il y a l'assistance vidéo, mais quand même le côté permissif sur les rucks et puis l'essai de Téléa où les Français s'arrêtent parce qu'ils pensent qu'on est entaché d'un en avant. Et il y en a eu d'autres, ces charges sur Thomas Ramos, sur des duels aériens. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont montré qu'en tout cas les All Blacks ont commis des fautes, sanctionnées ou pas sanctionnées. Les Français ont su les mettre sous pression et les maintenir sous pression. Philippe Sanguéron, avant de te libérer, l'apport du banc, est-ce qu'il est déterminant pour toi aujourd'hui? Oui, il est déterminant, on le voit dans la statistique. Donc 18 points marqués en un peu moins de 40 minutes, en 36 minutes. On l'a dit, ce regain, ce second souffle des Bleus, il arrive en partie de l'apport du banc, des mètres gagnés. On a retrouvé de l'avancée. J'ai des images en tête de Taofi Fenoua. On a vu aussi le gros travail, on l'a dit, d'Antonio en première période et
le coaching en première ligne a fait du bien aussi. Donc voilà, ce coaching il est bien fait, il est fait au bon moment. L'apport du banc a été déterminant aujourd'hui. On s'en sort sans trop de casse. On va voir ce qu'il en est pour Julien Marchand. A priori, ça avait l'air d'être une grosse béquille. Il faudra surveiller comme l'épaule de Aldrit, parce que plusieurs fois il avait des soucis quand même. Ouais, on a vu aussi. Bon, là, de toute façon, après, quelque part, j'ai envie de dire, sans dénigrer les autres nations, moi je trouve qu'on va avoir un match un peu compliqué contre l'Italie. Tout le monde voit un match facile contre l'Italie, j'en suis un peu moins persuadé. Mais en dehors de l'Italie, on va avoir le temps quand même de régénérer un peu les organismes et de faire souffler les cadres. Et honnêtement, cette victoire ce soir, elle fait un bien fou dans cette gestion du collectif aussi et des organismes. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Messieurs, c'était un bonheur. À demain en direct de la rue de la Soif. Rue Princesse, rue Guissard, rue des Canettes. Tu mets pas le bazar chez moi, Julien Thomas. Attention, il y a des caméras. Julien est chez Philippe Spanghero. C'est ça qui est magnifique. Merci Philippe. Julien, justement, est-ce que tu confirmes l'idée que l'équipe de France gagne son match par son banc aujourd'hui, seulement par son banc, ou ça va un peu au-delà de ça? Ça va un peu au-delà de ça, mais le banc quand même a été un peu plus libéré. J'avais l'impression que c'était un 15 de départ qui a été en première mi-temps, un peu crispé, un peu en dedans de sa mi-temps, mais on peut le dire d'ailleurs, Julien. La pression des Bleus. Les Bleus disent nous n'avons pas de pression, ça coule sur nous. Il y en avait. On peut le dire, on l'a vu. Ça se voyait. Il y en avait de la pression. Bien sûr. Tu peux sortir du bus en rigolant un petit peu pour parce que tu es décontracté. C'est un événement mondial, mais quand tu es en Coupe du Monde comme là et avec cette pression depuis des semaines et des semaines, et en plus c'est des All Blacks en face de toi. Dès qu'il y a l'hymne national et dès que tu sors des vestiaires et l'échauffement, je peux te dire que le trouillomètre il est présent et en fait j'ai vu des Français pendant 20 minutes, ils commençaient un petit peu à jauger ce qui allait se passer dans ce match, comment étaient les All Blacks, s'ils étaient vraiment en forme aujourd'hui ou pas, et le temps de s'y mettre, et malgré tout ils sont devant à la mi-temps. Et puis derrière il y a eu déjà le carton jaune à la 58e quand même de Jordan, qui a fait un petit peu basculer, et le banc qui était probablement le meilleur All Black sur le terrain d'ailleurs. Exactement, en plus Alexandre, mais il y a eu ce petit il y a eu un petit déclic à ce moment-là, et puis l'apport du banc, les finisseurs qui ont été exemplaires dans l'énergie, dans la volonté de produire, de tenter de jouer peut-être leur jeu justement de tenir le ballon, et quand ils ont tenu le ballon, ils ont mis à mal une défense des All Blacks, pour moi, qui est actuellement méconnaissable. Avant de rejoindre un auditeur parisien, Vincent, j'aimerais bien avoir ton top flop avant de te libérer. Le top, qui s'est illustré aujourd'hui? Le top, Damien Penaud pour son panache, sa fraîcheur, toujours égal à lui-même, et le flop, Monsieur Piper. Voilà. Donc il fait très bien. Est-ce que tu l'intègres au club, Alexandre? Au club. Mais je vais être très honnête, dans le club des 4, on rappelle Mac Adamson, Luke Pierce, Jaco Piper et Andrew Brace. Il était pas loin de sortir. Non. Il était pas loin de sortir. Bon, pour moi, il est quand même un petit peu à part de ce club des 4. La photo joue pour beaucoup, quoi. Dont Andrew Brace est à la fois le secrétaire, le trésorier et le président. Vincent, merci beaucoup d'être auditeur Sud Radio. Tiens, un petit cadeau pour toi, Vincent. On t'offre le ballon officiel de la Coupe du Monde de rugby, ballon Gilbert, avec le logo Sud Radio. C'est cadeau, c'est pour toi. Super, merci Reste Philippe, bien. Merci Julien, merci Quentin, merci Alexandre. Avec grand plaisir. Et t'es toujours bienvenu sur la radio de la Coupe du Monde de rugby, sur Sud Radio. Merci Vincent d'avoir été avec nous. On prend la direction de Paris, tiens. Vous nous écoutez sur le 99.9. Rejoindre Thibaut dans un instant. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Alexandre, bonsoir la team. Comment ça va Thibaut? Heureux? Thibaut. Oui, heureux, ouais. Oui, je suis content. Thibaut, supporter du Stade Français Paris. Oui. Oh, attention Thibaut, oh là là, Thibaut. Si, on est en quart de finale. Supporter du Stade Français Paris, il me semble d'ailleurs que tu es dans un des locaux du Stade Français Paris. Ouais, en fait, je suis à la terrasse du stade et il fait 43 degrés. Ah oui. Ça a été aussi bouillant pendant le match. Julien Thomas, il connaît très bien. Julien Thomas, il m'a toujours dit mon bar préféré à Paris, c'était les deux stades. Et je confirme, c'est un très bel endroit. Non, je suis pas de ça, je suis à la terrasse du stade.
À la terrasse. Je sais bien, mais j'ai une petite affection pour les deux stades. Une petite affection historique pour les deux stades. Bon Thibaut, tu me dis il fait 43 degrés là, mais il a fait encore un peu plus chaud pendant le match, notamment en première période. C'était très très chaud quand même. Hein. Ah ouais, moi le point négatif c'est Marchand. J'ai très peur que la blessure. Ouais, on n'a pas vu. En dessous de la cuisse gauche. Ouais, on a vu quelques images sur la fin du match où il avait l'air strappé et tout ça. Donc moi c'est le point négatif. Movaka fait une super entrée. Il fait quasiment tout le match. Après, ouais, en première mi-temps, ouais, c'est très très chaud. Et ce que je mettrais, c'est le banc. Le banc a fait la différence. Donc le choix de Galtier de passer de 5-2 à 6-3, je pense, a fait la différence, quoi, pour moi. De 6-2 à 5-3 plutôt. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, parce que c'est vrai que sinon ça fait beaucoup quand même. Ton top flop, Thibaut. Alors à l'instant, Vincent, notre auditeur à Perpignan, nous disait au top Damien Penaud. Flop, Jaco Peyper. Est-ce que tu as une autre suggestion à nous faire parvenir, Thibaut? Moi c'était avant avant le match, moi, Jaco Peyper. Moi c'était flop, ultra flop avant le match. Il est dans le club des 4, hein, évidemment, Jaco Peyper. Oui, mais pour toi il est dans le club des 4, mais pas pour moi. Il y est maintenant, non? Dans le club des mauvais arbitres. Parce que attention, le club des 4, il n'est pas pour les super arbitres. Hein. Il est pour ceux qui sont là, mais dont on se pose toujours la question. Voilà. Ah d'accord. Bah oui alors. Ah oui, mauvais arbitre. Oui, Peyper, pas copain du tout. Avec voilà. et je sais plus qui d'autre. Mike Adamson, Andrew Brace, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Je signe. Qui est en top du coup pour toi, Thibaut? En joueur français, je dirais, c'est toujours Dupont qui est au-dessus pour moi. Et je trouve Thibaut Flamand en top. Thibaut Flamand, intéressant. Ouais. Thibaut Flamand, ton avis, Thibaut. On va rejoindre Philippe David, journaliste Sud Radio Rugby, présentateur des Sud Radio, en présentateur des vraies voix. Bonsoir Philippe. Tu l'as intégré, ça y est, à la team. Ah ben oui, il est dans la team. Salut les amis, salut la team. Très honoré d'être dans la team. Quel match, quel pied. Dans les tribunes, une ambiance, mais de folie. Une ambiance de folie. Vraiment. Est-ce qu'on a pris son pied ce soir, Philippe David, ou est-ce qu'on a eu peur aussi un petit peu pour cette équipe de France qui s'est imposée, on le rappelle, 27-13 dans ce premier match de la Coupe du Monde 2023 sur Sud Radio? Alors, très franchement, quand on a pris un essai au bout d'1 minute 30, les gens dans les tribunes, c'est dingue, n'étaient pas fondamentalement inquiets. On les a vus se regrouper derrière les poteaux. On s'est dit, alors on n'a pas de chance parce qu'on prend un essai au bout d'1 minute en première période et un essai au bout de 2 minutes en seconde. Ça fait beaucoup. Par contre, je vous demande un truc, les amis. Est-ce qu'il y a en avant sur le deuxième de 2 mètres. De 2 mètres. Alors, il était parti pour avoir une bière avec de la vidéo ou quoi? Non, Philippe, alors moi, je suis un peu embêté. Je vais vous le dire, j'ai revu l'action. Et tu as vu la palette avec les lignes ou pas? Oui, alors. Oui. Mais en fait, c'est un problème. C'est un problème. La ligne, effectivement, le ballon arrive 2 mètres devant. Mais il ne faut pas oublier l'inertie. Oui, mais quand 2 le mètres joueur. Non, mais bien sûr, ça dépend de plein de facteurs, de la vitesse de prise de balle, de la vitesse au moment de la passe, de la longueur de la passe aussi. Le ballon a beaucoup plus l'occasion de suivre la course de celui qui a fait la passe. Après, disons-le très très honnêtement, quand même, Philippe David, en avant ou pas, cet essai, il aurait été marqué de toute façon puisque les Bleus étaient trop compacts en défense. Et à 2 reprises aujourd'hui quand même, Philippe. Oui, mais alors, je veux dire, là, vous avez mis dans les flops Jaco Peyper. Je l'ai trouvé quand même plutôt... Alors moi, depuis 2011 et la finale avec Craig Joubert, je suis traumatisé des arbitres sud-africains. Alors là, j'espère simplement qu'on va le refader en quart contre l'Irlande ou en finale contre l'Irlande ou les Blacks. Parce que là, sinon, oh là là. N'oublions pas que dans le club des arbitres dont nous ne sommes pas fans sur Sud Radio, Luke Adamson, Mac Adamson, Luke Pierce, Andrew Brace, Jaco Peyper, on rappelle que le président d'honneur quand même, parce qu'il n'y officie plus maintenant, c'est quand même Craig Joubert, effectivement. Julien Thomas.
Julien Thomas, magique. Le grand quatuor, les 4 fantastiques. Évidemment, nous disons ça avec beaucoup de second degré. Oui, bien sûr, pour qui nous caractérise. Ce sont tes propos, Quentin. Julien Thomas. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur quand même pour cette équipe de France? Est-ce que tu as eu peur par exemple par la qualité du jeu au pied de Beauden Barrett ou par le positionnement très étrange de Will Jordan, ailier mais qui n'en avait que le nom pendant 60 minutes où il était en fait peut-être plus axial, parfois ouvreur. On avait du mal à comprendre le positionnement de ces joueurs-là. Est-ce que ça t'a fait peur? Mais c'est la force des ailiers justement d'être des sentinelles, de venir se proposer. Ils peuvent être en 10, ils peuvent être dans le dos du 10, dans le dos des centres. Et c'est là où justement ce déplacement des ailiers, non pas rester dans un couloir des 5 mètres, a fait que Jordan a été plutôt très bon du côté des Blacks. Par contre, oui, au bout de 5 minutes, je me suis dit, attention. Si on commence à les regarder, si on commence à être sous la pression un petit peu de cette compétition, si on se dit c'est les Blacks, alors on va voir comment ça se passe, on met la main au feu, est-ce que c'est chaud, ça brûle beaucoup ou pas. Là, je me suis dit, on va en prendre 20 d'entrée à la 20e, et puis après pour revenir, ça va être compliqué. Mais je n'avais pas forcément peur dans le caractère et le mental de cette équipe de France qui nous a toujours démontré que, en seconde période même, elle revenait, elle était présente, il y avait du caractère, il y avait de la construction, elle était froide et c'est ce qui s'est passé. Elle est même devant à la mi-temps. Pour moi, c'est presque, vu les statistiques et ce que fait sans ballon l'équipe de France, c'est presque un exploit d'être devant à la mi-temps. C'est vrai qu'à la mi-temps, on n'était pas tout à fait serein. Quand il y a ce 9-13, Thibaut, on est un petit peu inquiet aussi, auditeur Sud Radio à Paris. Au final, c'est une victoire et c'est la première défaite de l'histoire de la Nouvelle-Zélande en phase de poule de Coupe du Monde. Ça, c'est quand même gratifiant. La France aura donc fait tomber pour la première fois la Nouvelle-Zélande en phase de poule de Coupe du Monde. Philippe David, qu'est-ce que ça provoque chez toi, Philippe? Quelque chose, mais franchement, dans le stade, je vous jure les amis, il s'est passé quelque chose. On était là, je peux confirmer. On est en tribune presse. J'y suis toujours d'ailleurs. J'ai rarement vu comme ça un public du stade. Je peux te dire que je suis un des derniers. Il n'y a plus grand monde autour de moi. Et je vais te dire une chose, tu sais que je suis assez superstitieux et j'ai fait la queue pour aller acheter des boissons et devant moi il y avait un mec avec un maillot bleu floqué 10 Zidane. Et je me suis dit, c'est un signe du destin. 25 ans. Tu t'es dit, c'est pas Séville 82 aujourd'hui. T'avais Platini dans les tribunes aussi. Hein. Séville 82. Séville 82, Philippe David. Non, évite de parler de Séville. Tu connais Séville 82? Après, ça va. J'ai mon ulcère stomac qui me fait mal, les gars. Ça va, les Allemands au rugby, pour l'instant, ils s'y sont pas vraiment mis. Non, c'est clair. Et franchement, il y a une communion avec le public. Qui belle. Tu l'as vu, vous l'avez vu au stade, extraordinaire. Et cette équipe, je voulais dire une chose. Les remplaçants, qu'est-ce qu'ils ont été bons, parce qu'ils ont tenu le choc. Ah oui, l'apport du banc, bien sûr. Mais même les piliers, Wardy qui est pas titulaire parce que c'est bail, il a été très bon. Il a été au niveau. Gros a été très bon. Aldeguerri a fait le job. Tout le monde a été super bon. Tout le monde a été super bon. Ouais. Movaca, c'est quelqu'un quand même. Hein. Movaca qui suite à Marchand qui se blesse, fait un match aussi pour rentrer comme ça d'un coup à froid et sans être prévenu. C'est quand même, il nous a fait une partie remarquable. Tu vois, à 5 minutes de la fin, qu'on a une pénalité à 60 mètres de leur poteau, qui prend le ballon, qui part tout seul. Tout le monde s'est dit, mais il est fou. Et puis il va au mastic, qui rentre dedans, etc. Et énorme, Movaca. Oui. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous sur Sud Radio et très bon week-end. Très bon week-end à toi. On se retrouve lundi dans Les Vraies Voix. Merci à Thibaut de Paris d'avoir été aussi avec nous. On te salue Thibaut et très belle soirée à toi. Merci beaucoup Thibaut. À bientôt. À bientôt. Bravo, merci et on est tous très très heureux de cette victoire. On le rappelle sur Sud Radio de 27-13 de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. On va pouvoir aller en conférence de presse peut-être en direct dans un instant. Qui vous donne confiance que si vous conférence de presse de la Nouvelle-Zélande, vous pourriez renverser le résultat. Oui. Yann Foster qui répond. Mais il faudra qu'on change dans quelques domaines. Il faudra qu'on soit plus efficace dans notre jeu aérien. C'est un domaine où nous avons été assez forts généralement, mais aujourd'hui, nous n'avons pas poursuivi nos propres coups de botte suffisamment. Notre mêlée a été assez forte pendant quelques parties de ce match, mais
comme je l'ai répété, ce que nous avons montré à l'arbitre leur a permis de nous exploiter un peu plus et nous allons en parler aux officiels de match, mais il faut être plus intelligent dans cet espace parce que ça leur a donné un certain élan et des points faciles. Donc il faut améliorer ce côté-là des choses. Je pense pour les pénalités, la plupart d'entre elles étaient sur la rapidité des Français pour arriver sur le ballon et ça c'est quelque chose que nous pouvons contrôler et c'est quelque chose que je pense nous pouvons être fiers généralement de cette partie de notre jeu. Yann Foster traduit en direct en conférence de presse. Très intéressant ce que dit Yann Foster. Alors le premier point sur la mêlée, il estime que les pénalités en mêlée 2 contre les All Blacks sont injustifiées en fait. Je traduis la traduction pour vous dire. Très clairement, il estime qu'il a été mal arbitré, que la mêlée des All Blacks était mal arbitrée. Yann Foster étant le sélectionneur de All Blacks que vous venez d'entendre en direct traduit en conférence de presse. Mais il dit surtout un point. Nous avons été pénalisés parce que nous étions embêtés par la vitesse de jeu des Bleus. Ça c'est quand même intéressant, Julien Thomas, que le sélectionneur de All Blacks concède que les Bleus ont été plus vifs, plus rapides dans les transmissions, dans la façon de manier le ballon, au déblayage et ainsi de suite, au grattage aussi. C'est rare quand même. Oui, c'est rare, mais c'est rare du fait que les Bleus ont travaillé aussi ce soutien offensif proche pour essayer d'avoir des rucks. Quand on sait qu'un ruck, moins de 3 secondes, le ballon est sorti, là tu prends une défense qui est soit en retard quand elle se réorganise dans le sens, soit carrément parce que tu as franchi un peu la ligne d'avantage sur les talons et donc tu es dans l'avancée et là, moins le ruck dure, mieux ça se passe pour l'attaque. Et forcément, tu peux défensivement, ils n'ont pas pu mettre les mains parfois les Blacks et pour ralentir le jeu français. Et je pense que dans ce secteur-là, surtout en seconde période, les Français en tenant le ballon ont su avoir un soutien proche, vite dynamisé, vite collé au ballon pour les demi-mêlées. Par contre, ce qui est intéressant aussi à l'inverse, parce qu'il pourrait parler de lui, Yann Foster, de son équipe, c'est que j'ai trouvé une équipe de Nouvelle-Zélande passer beaucoup par ces zones de ruck justement et par le sol. Et oui. Très peu d'offload. Oui, exactement. Alors qu'on connaît 11 offload à 7, c'est en faveur de la France, alors que ça a quand même toujours été une spécialité néo-zélandaise. La Nouvelle-Zélande, je joue des duels des épaules, et ça converge. C'est ça que je trouve plus dans la Nouvelle-Zélande en fait. On va aller voir Vincent dans un instant au 0826 300 300. Mais d'abord, Vincent, bonsoir. Heureux de t'avoir avec nous, Vincent de Perpignan aussi. Un autre Vincent de Perpignan. C'est pas le même que tout à l'heure, promis. Bonsoir Vincent, supporter de l'USAP. Ah oui, un vrai, un pur. Ah bah ça oui, membre de la Peña Trabucaire. Je te propose Vincent qu'on écoute un petit peu ce qui se passe en conférence de presse et on réagit ensemble. Okay. C'est très important pour nous de nous regrouper. Ah ça vient. Traduit. Et de nous ressouder et de continuer comme d'habitude, comme à la normale, de notre manière. Hardy Seva qui excusez-moi si je n'ai pas entendu tout à l'heure, mais est-ce que vous savez combien de temps ça prendra pour que Sam se remette de sa blessure et puisse rejoindre l'équipe? Non, je ne sais pas, mais simplement parce que c'est arrivé tard hier après-midi. Nous l'avons évalué aujourd'hui et il faisait tout ce qu'il pouvait pour recommencer à jouer. Donc nous allons bien l'examiner demain, mais certainement nous avons tout le Yann Foster, donc le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, qui parlait du cas de Sam Cane. Vincent Panavière, pas grand chose à dire à part est-ce que par exemple, tiens Vincent, est-ce que l'absence de Sam Cane aujourd'hui elle est préjudiciable à cette équipe de All Blacks ou de toute façon elle n'était pas invitée, je mets des grands guillemets, à la table de l'équipe de France aujourd'hui? Je pense que oui, parce qu'on a senti les Blacks assez perdus sur le terrain, on a senti les Blacks en manque de leader et en manque de joueurs d'expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi franchement, l'équipe des Blacks, elle me fait pas rêver. Je m'amuse à dire que c'est la pire équipe des Blacks de l'histoire, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Et quand on voit que les Bleus font un match moyen et leur passent aux 30 points, même à l'époque où les Blacks étaient un peu plus forts que ça et que les Bleus les gagnaient de 1 point, tout le monde était ravi. Là, on dirait que c'est normal de leur passer 30 points. Donc, 2003, c'était difficile quand même, les Blacks aussi. En 2003, c'était pas évident. Ouais, 2003, mais même, je pense que dans toute l'histoire des rencontres entre les Français et les Blacks, ça fait battre les Blacks même de 1 point, ça a toujours été un exploit. Aujourd'hui, on dirait que taper les Blacks, c'est quelque chose de normal. Les Box, ils leur en mettent 40 en été. Nous, on leur en met 40 en novembre. Les Irlandais, ils les tapent 3 fois d'affilée. Nous, aujourd'hui, on les prend en match d'ouverture en étant moyen, on leur met 30 points. Enfin, j'ai une grosse crise dans le rugby néo-Z qui est assez impressionnante, je trouve.
Ouais, est-ce que les All Blacks, alors bon, Julien Thomas, on imagine quand même les All Blacks se qualifier en quart de finale. Et en fait là, parce que il faudra battre l'Italie désormais en cas de défaite face à l'Italie, attention. Mais bon, on est quand même très très loin de ce cas de figure. Par contre, les All Blacks là, ils sont invités a priori en quart de finale, mais les quarts de finale c'est dans un mois, Vincent et Julien. Est-ce que cette équipe de All Blacks, elle a le temps de progresser là en un mois? Est-ce qu'elle a les joueurs pour être meilleure que ce qu'on a vu aujourd'hui, Julien? Meilleur, oui, parce que tu montes en puissance tout au long de la Coupe du Monde. T'as la bulle, t'es H24 ensemble, donc forcément tu t'améliores et tu te peaufines bien sûr même à l'entraînement ton jeu. Par contre, c'est pas une équipe de Nouvelle-Zélande quand même qui. Toi, je sais que t'es pas loin de penser la même chose, que c'est quand même loin d'être une grande équipe de Nouvelle-Zélande pour toi. Oui, mais qui reste quand même dangereuse, parce que c'est la Nouvelle-Zélande, qu'il y a de la qualité, et dès qu'elle peut trouver peut-être un déclic, mais en fait j'ai l'impression, je vais te dire la vérité Alexandre, je vais vous dire la vérité, j'ai l'impression que c'est soit elle va basculer dans une mini-crise, parce qu'elle va faire une Coupe du Monde pourrie, ou soit elle va monter en puissance, et attention, elle peut être dangereuse dans les phases finales. Tu vois, par exemple, France 2011, quoi. Pourquoi pas tu vois, exactement. Et on a des réactions sur le Twitch de Sud Radio, notamment égyptien, qui nous dit disons que Yann Foster il est un petit peu gonflé sur les mêlées. Oui, je rejoins évidemment ce que dit égyptien 421. Kefa nous dit que Vincent est un peu dur sur cette équipe de Nouvelle-Zélande. Parlons un tout petit peu de ton top flop, Vincent, de Perpignan. Est-ce qu'il y a un joueur de l'équipe de France aujourd'hui qui t'a marqué, ou un autre qui t'a un peu déçu côté bleu? Franchement, j'ai pas trop envie de souligner les joueurs sur ce match, mais j'ai plutôt envie de souligner une stat. C'est les 4 pénalités que les Bleus ont seulement concédées dans ce match. Exactement. 4 à 12. Ouais, exactement. Et quand tu prends 4 pénalités sur un match, autant en première mi-temps, on n'a peut-être pas été très bien, et on a été mieux en deuxième mi-temps, d'ailleurs on les a beaucoup plus laissés chez eux et tout. Mais quand tu n'es pas pénalisé, les Blacks ils peuvent jouer pendant 3 heures, si tu fais pas de faute, tu leur files pas de points. Et c'est ce que les Blacks ont fait, je crois que les Bleus ils passent 4 ou 5 pénalités dans le match, ça fait 15 points au final. Et je pense que la différence au final sur un match comme ça, c'est la discipline. Et je crois qu'on peut souligner ce match qui a été tendu. Peut-être que physiquement, les gars qui sortent de la prépa physique et tout ça, comme disait Julien tout à l'heure, peut-être que on arrivera dans 3-4 semaines quand il y aura les phases finales qui vont arriver. C'est là où physiquement il faut être prêt. Mais je pense qu'on a vraiment une équipe de France vraiment extrêmement disciplinée, qui est très très bien organisée en défense, malgré en fait des Bleus ils prennent un essai où il y a un avant de mètre, et ils prennent un essai après une minute de jeu, donc en fait donc il y a un avant pour toi, Vincent. Oui, il y en a, non, mais un avant il est clair. Je comprends pas d'ailleurs comment la réalisation de TF1 l'a pas passé en long, en large, en travers. Alors attention, ça aurait été en Australie, il aurait passé 50 000 fois, il aurait été refusé. Je tiens à préciser, c'est une réalisation internationale, TF1 n'a pas la main totalement dessus. Vincent, je te demandais tes top flops dans le chat sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On nous dit Gabin Villiers offensivement c'était difficile aujourd'hui. Égyptien nous dit en top Ramos, Movaca, Vincent notamment pour sa rentrée. Toi Quentin, je sais que Quentin, toi que tu estimes que Gabin Villiers est passé à côté aujourd'hui. On l'a vu notamment, il a mis en danger l'équipe de France à un moment. On sait pas trop ce qu'il a fait d'ailleurs quand il était dans ses 22 mètres, et il a vraiment temporisé et on a perdu le ballon. Ensuite il a voulu relancer tout seul à un moment. On l'a senti. Je sais pas s'il avait. Il a surjoué. Ouais, c'est ça, surjoué. Est-ce que peut-être qu'il s'ennuyait ou pas, mais j'ai trouvé très discret aussi. Et Gabin Villiers, est-ce qu'il est à côté du match, Julien Thomas? Je te sens pas d'accord. Mais à la fois oui et à la fois non, parce que il t'a convaincu ou pas? Non, attends, mais quand souviens-toi, on avait. Est-ce que t'as été convaincu, Julien Thomas? Parlons vrai. Dans le 15 de départ, qui ont changé après l'Australie, on a dit. J'ai dit peut-être Gabin Villiers. Et voilà. Toi, tu l'avais dit avec Émeric Milan qui était là. Du coup, est-ce qu'il t'a rassuré aujourd'hui? Il ne m'a pas rassuré, mais il a été sollicité. Attends, laisse-moi finir, Quentin, parce que en fait, il a été sollicité encore. T'es en train de lui mettre des pièces là. Non, mais encore une fois, il a été sollicité. Si tu sollicites un ailier dans le jeu au pied profond, dans les quilles du demi de mêlée dans son couloir, c'est que tu sais que peut-être il a une faille, qu'il ne tape pas au pied, que tu vas lui mettre une pression, qu'il peut pas lui trouver des belles touches, donc ça te redonne une possession, ou alors il va relancer comme un setiste et se mettre en difficulté, et c'est là où les Blacks tapaient que de son côté. Donc en fait on le voit extrêmement peut-être actif parce qu'on tape de son côté, mais à la fois c'est une stratégie des équipes adverses, et l'Australie et les Blacks ont fait la même chose. Nous on a effectivement ce registre.
C'est vrai, non mais c'est vrai. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Écoute, tu viens quand tu veux, hein, Vincent, de Perpignan sur la radio de la Coupe du Monde de rugby. On est là tout le temps de toute façon. Ah, avec grand plaisir. C'est toujours plus sympa après la victoire. C'est toujours mieux. Il nous reste 1 minute pour vous dire sur Sud Radio que demain, eh bien, on sera en direct dès 15h. Dès 15h jusqu'à 23h. Mais de 15h à 21h, donc durant 6 heures, nous serons visibles. Alors, oui, alors c'est pas visible, juste visible. Nous serons en chair et en os sur le magnifique croisement 3 rues, rue Princesse, rue Guissarde, rue des Canettes. C'est le quartier qu'on appelle le village Saint-Germain. C'est pour l'opération Rugby in Paris. Ce sont des rues ultra fêtardes, amoureuses de rugby. Nous serons là, dehors, juste à droite d'un bar qui s'appelle l'Allegria, tout le monde connaît évidemment. Nous serons à droite avec des invités, avec Julien Thomas en chair et en os, avec Philippe Spanghero, avec Marjorie Mayence, avec plein d'invités, Pierre Abindan, Koumba Diallo. Nous serons tous là pour vous faire vivre la passion rugby avec les rencontres qu'on aura demain. Italie, Namibie, Irlande, Roumanie à 15h30, Australie, Géorgie à 18h, Angleterre, Argentine en intégralité sur Sud Radio en direct de Marseille à 21h. C'est une journée de rêve qu'on vous propose demain. Continuons de rêver justement sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby.